Oui, bonsoir à toutes les personnes qui accordent leur attention à ce direct. Bonsoir Président. Effectivement, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la nomination de Richard Ferrand et également des récents événements en Ukraine avec la réunion à Riyad. Alors, une première question sur Richard Ferrand, une question de Magali. La nomination de Richard Ferrand vient d'être validée à une voix à cause de l'abstention du Rassemblement national. Ce monsieur, qui est impliqué dans une affaire de prise illégale d'intérêt, non-lieu car prescription, qui veut que Macron puisse se présenter en 2027, qui a fait passer un amendement alors qu'il y avait plus de non que de oui, qui a menti pendant l'audition en disant qu'il n'a jamais été un vassal de Macron et qu'il n'a jamais dit qu'il voulait que ce dernier fasse 3 mandats, sera en fonction pendant 9 ans. Ce monsieur pourra valider la candidature de Macron en 2027 sans que l'on puisse contester, pourra annuler l'élection d'opposants de Macron suite à des recours bidons de macronistes et inversement, pourra retoquer des référendums qui respectent la Constitution, pourra rendre des lois anticonstitutionnelles alors qu'elles ne le sont et inversement. Et Pierre Gentillet, votre contradicteur dans votre dernier débat sur Tocsin, écrit en substance que si on lui rappelle ses propos lors de son audition, impartialité, respect du droit, il reviendra sur ses décisions, même s'il a son poste garanti pendant 9 ans. Que pensez-vous de cette justification ? Ça, c'est une question argumentée. Et vous m'avez dit, je crois qu'il y a eu beaucoup de questions qui revenaient sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Moi, j'avoue, je suis un peu comme tout le monde, j'ai quand même été un peu estomaqué. J'avoue que ça fait 18 ans que j'explique, contre vents et marées, que le Rassemblement national est une fausse opposition. Je ne vais pas dire le contraire. Tout le monde peut le voir depuis 18 ans. J'ai expliqué, et encore lors du décès de Jean-Marie Le Pen, j'ai expliqué notamment les liens plus que troubles qu'il y avait eu entre Jean-Marie Le Pen et puis la Korean CIA, qui est un faux-né de la CIA, et puis le fait que Jean-Marie Le Pen avait été amené à rencontrer le président Ronald Reagan dans les années 1980. J'ai également fait valoir, ce que tout le monde peut constater, c'est que ça fait déjà 8 fois, je crois, qu'il y a eu un membre de la famille Le Pen qui s'est présenté à l'Élysée. Et les 8 fois, ça a servi en fait à faire élire le candidat du système. Donc c'est un processus qui est très rodé, qui a été inventé aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le mauvais objet en psychanalyse. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un débat gênant, embarrassant dans la société française, et notamment la question de la souveraineté et de l'indépendance nationale, il faut faire porter ce débat par un parti politique qui sème par ailleurs la réprobation générale par des outrances, par des propos scandaleux, ce dont était spécialiste Jean-Marie Le Pen, pour, au bout du compte, finir par faire élire celui dont les Français ne voudraient pas. J'ai déjà expliqué que très probablement, le schéma du système pour 2027, c'est de faire tout pour qu'il y ait un deuxième tour Marine Le Pen contre Édouard Philippe, ou éventuellement Bardella contre Édouard Philippe, et donc de pousser, de promouvoir ça en disant à tout le monde, à tous les opposants, il faut voter utile pour le Rassemblement national. Et puis après ça, vous connaissez maintenant la machine par cœur, c'est la machine des castors, c'est-à-dire que, il faut faire barrage. Bon. Alors découvrir que le Rassemblement national vient une nouvelle fois de sauver la peau de Macron, c'est découvrir l'Amérique dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que le Rassemblement national a sauvé encore une fois la peau d'Emmanuel Macron. En fait, c'est terrible ce qui vient de se passer. C'est terrible. Je n'y croyais pas moi-même. Moi, j'étais absolument convaincu que Richard Ferrand ne serait pas adoubé. Il y avait d'ailleurs des articles qui étaient sortis dans Libération, etc., qui disaient que le compte n'y était pas, parce que tout le monde postulait qu'il y aurait la gauche qui voterait contre. C'est au sein des commissions, c'est pas au sein des hémicycles, au sein des commissions que la gauche voterait contre, que le Rassemblement national voterait contre. Et pour faire la bascule, la seule incertitude qu'il y avait dans les esprits, c'était qu'est-ce que décideraient les Républicains, LR. Or, les Républicains, LR, qui voient bien que la tension contre Macron est à son comble. Il y a au moins 85% des Français qui ne peuvent plus supporter Macron.
les Républicains, même les Républicains, qui en ce moment d'ailleurs sont en campagne interne, se sont dit qu'ils ne pouvaient pas, en fait, donner l'impression d'adouber le candidat de Macron, même si c'est Macron qui le nomme. C'était lui chasser, empêcher Richard Ferrand d'être nommé. Ça aurait été évidemment une gifle pour Macron. Ça lui aurait un peu rabaissé le caquet. Donc les Républicains, à la surprise générale, en fait, en commission, ont voté contre Richard Ferrand, non seulement à l'Assemblée nationale, ce qui, dans les tout derniers jours, était acquis, mais même au Sénat, ce qui était une surprise. Voilà. Et donc, en fait, eh bien, la surprise est venue du Rassemblement national, qui a sauvé Macron et sauvé Richard Ferrand. Alors, ça fait quand même beaucoup depuis quelques mois. Je rappelle que donc Madame Le Pen, en 2017, a fait un débat qu'elle a saboté contre Macron au deuxième tour pour faire élire Macron. Je rappelle qu'en 2022, Madame Le Pen a saboté son deuxième tour pour faire élire Macron. Je rappelle que au moment lorsque le nouveau Front populaire et notamment LFI a décidé de lancer la procédure de destitution de Macron, j'avais proposé ça dès 2018. On m'avait brocardé pendant des années jusqu'à ce qu'en 2024, donc la LFI s'empare de mon idée et commence à lancer la procédure de destitution. Et qui a saboté la procédure de destitution ? Le Rassemblement national, qui a empêché, ce qui aurait été vraiment terrible pour Macron, qu'il y ait un grand débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur les responsabilités de Macron. C'est très très important ce qui s'est passé à l'époque. C'est très très important. Et puis je rappelle aussi que le Rassemblement national a maintenu contre vents et marées son candidat contre Madame, comment dirais-je, pour succéder au perchoir, ce qui, au bout du compte, a quand même favorisé Madame Braun-Pivet à la tête de la reconduction au perchoir de l'Assemblée nationale. C'est un peu un détail, mais c'est quand même à suivre de près. Et puis je rappelle que le Rassemblement national a refusé de voter la censure de Bayrou, alors même que le projet de budget de Bayrou est pire que celui de Barnier, et que Bayrou est pire que Barnier, en fait. Rappelez-vous, moi j'avais plutôt eu des propos assez cléments en faveur de Michel Barnier lorsqu'il avait été nommé. Bayrou est pire que Barnier. D'ailleurs, on ne sait même pas ce que va devenir Bayrou du fait de ses affaires, de l'affaire Bettaran qu'il a maintenant sur le dos. Eh bien, le Rassemblement national a sauvé la peau de Bayrou, alors que s'il avait voté la censure de Bayrou, c'était vraiment... Macron était quasiment sur un siège éjectable, parce qu'il n'arrivait plus à former de gouvernement. Restait donc cette affaire de Ferrand, et de nouveau, le Rassemblement national sauve la peau de Richard Ferrand. Donc là, la messe est dite. Ça veut dire qu'en fait... J'ai vu d'ailleurs que ces jours, je crois que c'est il y a quelques heures, Emmanuel Todd parle désormais de macro-lepénisme. En fait, c'est quasiment, la Macronie fait quasiment partie de la majorité. Enfin, il tient en tout cas des propos ambigus vis-à-vis des actions ambiguës, plus exactement vis-à-vis de Macron, puisque là, sur le coup, le RN a été beaucoup plus macroniste que les Républicains. C'est quand même absolument incroyable. Alors j'ai vu en effet... Il y a un immense malaise. Je vois partout en France, sur les réseaux sociaux, les gens commencent d'un seul coup. Vous savez, c'est comme dans les Saintes Écritures, comme dans les Évangiles. Moi, ça fait 18 ans que je dis ça, mais d'un seul coup, les gens, au bout de 18 ans, les écailles leur tombent des yeux. Ah ben mince alors, c'était vrai en fait. En fait, c'est une fausse opposition. Alors, évidemment, ça fait un tel chahut dans le landerneau que vous avez des gens qui essaient de trouver des explications, et les explications, malheureusement, sont toutes trouvées, évidemment, même si ça n'est pas exact. C'est quand même très fâcheux que le premier dossier que M. Ferrand, nouveau président du Conseil constitutionnel, va avoir à traiter, c'est une question de constitutionnalité, une QPC, concernant justement l'inéligibilité qui pend au nez de Madame Le Pen si d'aventure son inéligibilité est prononcée par le tribunal correctionnel dont elle relève. Et donc, il y a évidemment un certain nombre d'observateurs qui font la relation de cause à effet. La proximité des événements est effectivement très, 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 très gênante. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc un certain nombre... Enfin, quand je dis un certain nombre, c'est tout le monde. Tout le monde, en fait, tous les gens qui s'intéressent à ça, se disent, c'est pas vrai. Il y a eu évidemment, il y a eu un accord entre tout ça. C'est pas possible autrement.
il est possible qu'il y ait d'autres choses, qu'il y ait d'autres accords qui soient derrière. C'est possible également. Il y a un risque qui est agité par certains, que cet internaute vient d'ailleurs d'annoncer, qui est l'affaire du troisième mandat. Puisque Richard Ferrand avait dit... Alors, ce soir, il paraît qu'il a démenti. Il a dit non, j'ai jamais dit ça. Mais enfin, ça fait au moins 2 ans, je ne sais plus, que l'on colporte dans tous les médias sans qu'on n'ait jamais entendu M. Richard Ferrand protester contre les propos qu'on lui prêtait. M. Ferrand se serait proclamé en faveur d'un troisième mandat d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, j'ai vu que M. Juppé, qui est membre du Conseil constitutionnel, qui a été interrogé il y a 2 jours dans une radio, a dit qu'effectivement, c'était un sujet qui se posait. Donc il y a un certain nombre de personnes qui se disent, mais ma foi, la Constitution interdit plus de 2 mandats, mais la Constitution, elle est extrêmement vicieuse, puisque cette disposition, qui n'existait pas, le fait de faire plus de 2 mandats, ça n'existait pas dans la Constitution de 1958, ça a été introduit par Nicolas Sarkozy dans une réforme constitutionnelle qui s'inspire un peu de l'un des derniers amendements qu'il y a eu de la Constitution américaine en 1951, qui a interdit plus de 2 mandats pour un président des États-Unis. Je vous rappelle que Franklin Roosevelt avait été élu 4 fois. Il a fait 3 mandats et demi. Il est mort au cours de son 4e mandat. Donc aux États-Unis, en 1951, il y avait eu un mandat qui disait bon voilà, il n'y aura pas plus de 2 mandats. Il y avait eu un amendement qui disait qu'il n'y aurait pas plus de 2 mandats pour le président des États-Unis. La Constitution, il me semble qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs ici même dans ce direct il y a quelques mois. La Constitution française a retenu une formulation extrêmement ambiguë puisqu'il est précisé que nul ne peut avoir plus de 2 mandats consécutifs. Alors déjà, le mot consécutif signifie qu'on pourrait avoir des mandats qui ne soient pas consécutifs. Par exemple, Macron n'est pas élu en 2027, mais pourrait être réélu en 2032. Alors que ce dispositif est interdit aux États-Unis par la Constitution américaine. Donald Trump a été élu pour un premier mandat de 2016 à 2020, puis il a été battu de 2020 à 2024, et là il vient d'être réélu. Donc si c'était l'interprétation française, le texte français, il pourrait refaire un 3e mandat puisqu'il n'y aurait pas plus de 2 mandats consécutifs. Mais aux États-Unis, c'est pas plus de 2 mandats en tout. Mais le problème en France, c'est qu'est-ce que c'est qu'un mandat ? Puisque les rédacteurs de la Constitution, c'est soit d'une incompétence inouïe, soit d'un vice inouï, ont dit qu'il fallait que nul ne pouvait faire plus de 2 mandats consécutifs. Or, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire faire un mandat. C'est-à-dire, est-ce que c'est un mandat entamé ou est-ce que c'est un mandat achevé ? Et il y a eu un problème qui s'est posé avec le gouvernement de Polynésie française, qui est un gouvernement autonome, où dans le texte justement fondateur de l'institution de l'autonomie du territoire de Polynésie française, il y a justement le même type d'ambiguïté qui a été tranché dans le fait qu'on pouvait faire un 3e mandat. Alors, il y a une ambiguïté, puisque si Macron va jusqu'au terme de son 2e mandat, là, il n'y aura pas d'ambiguïté. Mais si par hasard il décidait de démissionner, par exemple, cette année ou l'année prochaine, donc avant la fin de son 2e mandat, pourrait-il ou non se présenter pour un 3e mandat ? Si on retient du texte de la Constitution française pas plus de 2 mandats consécutifs, si on interprète cette formule comme pas plus de 2 mandats commencés consécutifs, à ce moment-là, il ne peut plus se présenter. Mais si on retient comme exception pas plus de 2 mandats achevés consécutifs, à ce moment-là, s'il démissionne avant, il n'aura pas fait un 2e mandat achevé, il pourrait se représenter. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu le truc. En réalité, la plupart des constitutionnalistes et des gens de droit sont d'accord avec le fait que cette 2e interprétation est fallacieuse, parce qu'elle revient en fait à vider de substance la mesure, puisqu'il suffirait à tout président de la République en fin de 2e mandat de démissionner 1 mois avant les élections pour se dire voilà, je me représente, j'ai pas terminé le 2e mandat. Mais un doute subsiste.
Et ce doute subsiste tellement que M. Ferrand, aujourd'hui même, a été interrogé sur le sujet par des députés. Et M. Ferrand a dit « Mais non, 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 je ne suis pas du tout favorable à ça, je suis contre. D'ailleurs, j'ai jamais dit que j'étais favorable à un troisième mandat, etc. » Et à ce moment-là, on a vu une espèce d'estafette, un jeune député que personne ne connaissait du RN, qui est venu devant les médias en expliquant voilà, le Rassemblement national s'est abstenu parce qu'il nous a rassurés. Et je crois savoir qu'effectivement, le texte de M. Gentillet, que cet internaute cite, qui effectivement m'a été opposé sur la radio Toxin, il s'est fendu d'un texte. Alors, à mon avis, il avait d'ailleurs commencé cette nuit, parce que ça s'était préparé longtemps à l'avance, ce truc. Il n'a pas pu sortir, je pense, en l'espace de 30 minutes, un pavé aussi indigeste. Et là-dedans, monsieur Gentillet explique que bien non, voilà, on lui rappellera ce qu'il a dit. Mais monsieur Ferrand, d'abord, monsieur Ferrand n'a absolument pas pris l'engagement de s'interdire de voter en faveur d'un troisième mandat. Il a dit simplement que lui n'était pas d'accord, il n'était contre. Mais comme disaient les anciens Romains, verba volans, scripta manent. Hein, les paroles s'envolent, seuls les écrits restent. Voilà. Et ça serait pas la première fois qu'on verrait quelqu'un, surtout un macroniste, faire exactement le contraire de ce qu'il avait dit qu'il ferait. Non. Donc c'est-à-dire que si Ferrand, quoi qu'il ait pu dire, décide en tant que président du Conseil constitutionnel d'influencer la structure, parce qu'il n'est pas tout seul quand même, hein, il y a 9 membres du Conseil constitutionnel, mais les autres sont des macronistes. Bon. Donc ou presque tous des macronistes. Donc s'il décide d'influencer la structure pour une interprétation permettant un troisième mandat en cas de démission prématurée de Macron, eh bien personne n'y pourra rien. Parce que c'est ça une des choses que le Rassemblement national cache sur cette affaire, c'est que M. Ferrand, il est nommé pour 9 ans et maintenant il est indéboulonnable. Quoi qu'il puisse dire et faire, il est indéboulonnable. Il n'est responsable devant personne. Or, tout le monde sait que c'est quand même quelqu'un qui est très proche d'Emmanuel Macron. Donc, quoi qu'il ait pu dire, hein, il aurait pu dire n'importe quoi, que demain on rase gratis, que lui il agira au Conseil constitutionnel pour avoir, je ne sais pas moi, 15 semaines de congé, etc. Et puis une fois qu'il est président du Conseil constitutionnel, il fait du Macron. C'est-à-dire que Macron, un bras d'honneur à ses électeurs, il fait absolument ce qu'il veut. C'est ça que le Rassemblement national vient de faire en donnant tout pouvoir à M. Richard Ferrand, qui est un intime d'Emmanuel Macron. Donc c'est d'un danger absolument immense. C'est d'un danger immense, et ce que vient de dire effectivement cet internaute est très, très important. Même si M. Ferrand, qui a par ailleurs effectivement un certain nombre de dossiers qui ne sont pas très, très, très clairs. Effectivement, tout le monde se rappelle comment, quand il était président de l'Assemblée nationale, il avait fallacieusement compté des votes. Enfin, c'est quand même des choses incroyables. Alors, j'ai vu les arguments de monsieur Gentillet, je crois il y a aussi je ne sais plus qui a sorti des arguments là. Il y a monsieur Tanguy. Alors c'est triste en fait. C'est triste. Parce que quand on sait lire un peu entre les lignes, je vois le même sentiment que celui que j'avais eu sur Toxin quand j'avais débattu avec M. Gentillet. M. Gentillet, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Il sait qu'il vend une soupe imbuvable. C'est pareil, j'ai vu pour M. Tanguy. M. Tanguy, c'est encore pire, puisque lui, il dit oui, voilà, on est obligé de faire des compromis. Voilà, avant, pendant 12 ans, on n'avait pas de voix. Maintenant, eh bien, on est au Rassemblement national, donc en gros, j'ai un poste de député, donc j'ai bien été obligé de me compromettre, etc. Il faut faire des compromis. Mais faire des compromis, ça veut dire aller à la soupe, en fait. c'est pas joli, c'est pas de se dire, c'est pas de prendre des airs de Vierge des 7 douleurs. C'est-à-dire, en fait, ce que dit M. Tanguy, ou ce que dit M. Gentillet, ou ce que dit M. Gallois, qui avait tenté de faire un putsch contre ma personne à l'UPR, c'est de dire, bah, finalement, en fait, entre la France et et ma carrière personnelle, je préfère ma carrière personnelle. Quitte à avaler couleuvre sur couleuvre. Ces trois messieurs avalent tellement de couleuvres que je leur conseille d'ouvrir un muséum d'histoire naturelle dans quelques semaines, parce que c'est incroyable tout ce qui boulotte, quoi.
Ils ont, je l'ai dit, ils ont sauvé la peau de Macron, sauvé la peau de Bayrou, sauvé la peau de Richard Ferrand, etc., etc. Alors j'ai lu aussi autre chose. J'ai lu que parmi les arguments avancés, qui sont des arguments de séance, c'est de dire oulala, mais on a évité le pire. Et j'ai vu qu'en un seul coup, je crois que c'est M. Gentillet qui dit ça, oui, ça aurait pu être Christiane Taubira. Moi, je n'ai jamais vu dans les noms qui circulaient le nom de Mme Taubira. C'est un truc qui a dû être inventé par McKinsey ou le conseiller communication du RN pour essayer d'apporter un petit peu d'eau pour éteindre l'incendie, parce que l'incendie, en ce moment, est en train de ravager la maison RN, à juste titre. C'est-à-dire de dire oui, ça aurait été Christiane Taubira, ou sinon, c'était l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, donc ça aurait été pire. Et pourquoi, d'ailleurs ? En quoi ça aurait été pire que ce soit Madame Taubira ou le directeur de cabinet de Madame Borne? D'abord, c'est pas vrai. Les noms qui avaient circulé, c'était Dupond-Moretti, mais qui avaient été mis hors jeu. Et il y avait 2 noms qui circulaient, pas 3. Il n'y avait pas Madame Taubira. Enfin, il y avait 3. Il y avait Richard Ferrand, mais les 2 autres, c'était effectivement Monsieur Vexelot, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y avait le directeur de cabinet de Madame Borne, qui est un membre du Conseil d'État, et également Bruno... comment il s'appelle Vous savez pas ? Bon, il y a un autre membre du Conseil d'État que je connais, dont le nom a été prononcé. Un membre du Conseil d'État peu politique aurait été sans doute préférable à M. Richard Ferrand. Alors, cette affaire de dire on a évité le pire, d'ailleurs, ça peut aller très loin. Parce que, alors, si, par exemple, M. Macron voulait nommer, par exemple, Christiane Taubira, on pourrait, M. Gentillet pourrait nous dire on a évité le pire, parce que sinon ça aurait été Rima Hassan, ou ça aurait été M. Delogu, ou ça aurait été... voilà, ils auraient pu sortir ce genre d'argument. En fait, ces arguments ne valent rien. Parce que ce sont, si vous y réfléchissez, c'est exactement l'argument de tous les collabos. C'était l'argument des pétainistes. Ah, nous avons évité le pire. Ah, on était obligés d'éviter le pire. C'était l'argument du ministre de l'Intérieur de Pétain, à Vichy, Pucheux, qui avait commis un acte épouvantable, c'est que la Gestapo lui avait demandé, pour faire fusiller des Français, lui avait donné « donnez-nous la liste ». Et donc Pucheux, et c'est une des choses qui lui a été énormément reprochée, à juste titre, à la Libération, c'est que la dignité minimale aurait été de dire « je ne donne pas une liste de Français à fusiller. C'est vous qui prenez la responsabilité, c'est à vous de le faire ». Et lui, il avait donné la liste en retenant, je suppose, des communistes ou des juifs, en disant on a évité le pire. Le pire, ça aurait été de faire fusiller des bons Français, ni communistes, ni juifs, ni je sais pas quoi, ni homosexuels, ni tziganes, etc. Voilà, c'est ça. Alors ça, cet argument-là, c'est atroce. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le devoir du Rassemblement national sur une affaire comme celle-ci, c'était de voter contre Richard Ferrand, quoi que puissent être les conséquences. Parce que si on vote en fonction des conséquences, ça, c'est la porte ouverte à toutes les tambouilles. Il fallait voter contre la nomination de M. Richard Ferrand, et puis à ce moment-là, on aurait vu ce qui serait passé. Et si M. Macron avait voulu nommer Mme Borne, il fallait voter contre Mme Borne. Et si Mme Borne avait été élue, eh bien ça aurait été contre la volonté du Rassemblement national. C'est-à-dire que les responsables eussent été ceux qui avaient voté pour Mme Borne. Alors que là, le Rassemblement national est responsable de ce que M. Richard Ferrand est à la tête du Conseil constitutionnel. En refusant de voter contre, en s'abstenant, c'est-à-dire en le faisant passer, le Rassemblement national est le responsable de M. Ferrand au Conseil constitutionnel. Il est le responsable du fait qu'il a sauvé la peau, une nouvelle fois, l'image de M. Macron. Voilà ce que j'ai à dire sur cette affaire. C'est une affaire, je terminerai par 2 choses. La première, c'est que ça me fait penser à cette phrase extraordinaire que le général de Gaulle avait dite
à Alain Peyrefitte au moment où il commentait les évolutions du Concile de Vatican II, qui commençait à se faire sentir, où il y avait l'Église qui avait, comme il avait dit, ouvert les fenêtres. D'un seul coup, c'était un torrent de réformes qui s'était abattu sur l'Église. De Gaulle avait dit « On a toujours tort de donner l'apparence de se renier ». Et il avait continué en disant « Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même ?» Eh bien, moi, je dis ici à tous les Français, je dis ici aux dirigeants du Rassemblement national, comment voulez-vous que les Français croient en vous si, à des moments aussi décisifs que de nommer un proche d'Emmanuel Macron que 85% des Français veulent chasser, à ce moment décisif, vous lui apportez un surcroît de crédibilité et de légitimité. Comment est-ce que les Français peuvent encore vous croire et agir en votre faveur ? Ça me fait penser aussi à une deuxième chose, cette affaire, c'est que quand j'étais élu conseiller de Paris, il y avait parmi les conseillers de Paris Philippe Séguin. C'était en 2001 que j'avais été élu conseiller de Paris. Et Philippe Séguin avait été élu sur la liste qu'il menait dans tout Paris. Moi, j'avais été élu sur la liste des candidats Tibéri Pasqua. Mais j'avais été mon propre tête de liste dans le 19e arrondissement. Et j'avais rencontré Philippe Séguin, qui était conseiller de Paris et qui était l'ombre de lui-même. Enfin, il avait énormément forcé, il était très, 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 très fort. Mais il était triste. Mais il suintait la tristesse. Presque une forme de désespoir, presque un mutisme. En fait, il parlait pratiquement à personne. Et je me disais, je l'avais rencontré, je lui avais parlé 2-3 petites fois, mais c'était toujours très bref. C'est quelqu'un qui avait fait le fameux discours de 1992 à l'Assemblée nationale sur la QPC, justement une QPC, pour une question prioritaire de constitutionnalité au sujet du traité de Maastricht. Et son discours, rappelez-vous, avait enflammé la France entière. Moi, je sais que j'avais voté non à Maastricht, et en partie, pas uniquement, mais en partie, parce que j'avais été totalement convaincu par le discours de Philippe Séguin. D'ailleurs, quand on reprend ce discours de Philippe Séguin avec le recul du temps, 1992, c'était quand même il y a 33 ans, c'est un tiers de siècle. On s'aperçoit que Philippe Séguin avait raison sur tout. Et puis vous savez ce qui s'est passé, c'est que finalement les Français ont voté pour le traité de Maastricht à 51% des suffrages. Et normalement, me semble-t-il, Philippe Séguin, qui était à la tête de l'opposition à Maastricht, qui avait dit exactement ce que nous constatons, c'est que si les Français votaient oui, en fait, ça serait le début de la fin de la France. Le détricotage de nos services publics, de notre solidarité nationale, de notre rayonnement mondial, de la démocratie, etc. Il y avait tout prévu. Donc c'est les sujets les plus fondamentaux. Et Philippe Séguin s'est retrouvé, donc, après le vote en faveur du traité de Maastricht, il s'est retrouvé dans un cul de basse-fosse politique, si j'ose dire, puisqu'il s'était opposé à Chirac, puisque Chirac avait appelé à voter oui au traité de Maastricht. Et pendant plusieurs années, il a commencé ce qu'on a appelé, s'agissant de De Gaulle, la traversée du désert. De Gaulle, vous savez, entre 1946, janvier 1946, lorsqu'il a démissionné avec fracas parce qu'il était contre les nouvelles institutions de la 4ème République qui allaient se monter, et puis 1958, quand il revient au pouvoir pour sauver la France de l'affaire d'Algérie, de la guerre civile qui menace, il se passe 12 ans. Et pendant 12 ans, eh bien, De Gaulle va faire ce qu'on appelle la traversée du désert, c'est-à-dire qu'il est ignoré par la presse, il rédige ses mémoires de guerre, etc. Et Séguin, en fait, en 1992, 93, 94, il avait commencé à se retrouver dans cette situation. Et c'est là que l'on mesure les grands hommes, c'est là qu'on mesure la force de caractère, la puissance de conviction d'un responsable politique. C'est que Philippe Séguin, il aurait dû tenir bon. Si Philippe Séguin avait tenu bon, imaginez aujourd'hui l'aura, l'immense aura qu'il aurait en France. Il pourrait être peut-être le sauveur de notre pays.
Parce que les gens n'auraient pas oublié que depuis 1992, il avait dit juste. Malheureusement, finalement, et je le dis avec tout le respect posthume que je lui dois, et l'admiration intellectuelle que je lui porte, eh bien, il a faibli, il a flanché. Et en 1994, 95, voyant les années qui s'écoulaient, se disant que probablement il avançait en âge et que peut-être il n'arriverait jamais au pouvoir et à ses fins, eh bien, il a fini par brûler ce qu'il adorait et adorer ce qu'il brûlait, comme on dit dans les évangiles pour la conversion de saint Paul, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là, il n'a pas embrassé la vraie religion, il a embrassé la fausse. C'est-à-dire qu'il a balancé par-dessus bord, officiellement du moins, ses convictions anti-européennes, dénonçant l'Europe fédérale, et il a fait amende honorable auprès de Chirac. Moyennant quoi, Chirac l'a bien enfoncé, bien écrasé, ça nous a mené aux élections européennes de 1999. Et aux élections européennes de 1999, Philippe Séguin a été à la tête d'une liste pour les européennes, RPR-UDF favorable à l'eurofédéralisme, favorable à l'euro, favorable à l'Union européenne. Il s'est heurté à une liste qui avait été montée par Charles Pasqua et Philippe de Villiers. C'est là que je m'étais rapproché de Charles Pasqua lorsqu'il avait créé cette liste en 1999. Et le drame qu'a vécu Philippe Séguin, M. Gentillet, M. Tanguy, vous devriez réfléchir à ce drame qu'a vécu Philippe Séguin. C'est qu'il a constaté qu'il était obligé de faire une liste aux européennes et de dire le contraire de ce qu'il pensait au fond de lui. En fait, il était d'accord avec ce que disaient Charles Pasqua et Philippe de Villiers. En fait, il avait, par pur carriérisme, embrassé un rôle qui n'était pas le sien. Il avait ce qu'un psychanalyste appellerait adopter un faux self, un faux lui-même. Alors demandez conseil à des psychologues, à des psychanalystes, etc. Vous verrez ce qu'ils vous diront. C'est que si vous vous forcez à être le contraire de ce que vous pensez au fond de vous-même, eh bien vous ne l'emportez jamais en paradis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Séguin a commencé à décliner parce qu'il était rongé de l'intérieur par le fait qu'il faisait le contraire de ce qu'il pensait au plus profond de lui-même devoir faire. Et c'est comme ça que je l'ai connu en 2001 au Conseil de Paris, où d'ailleurs il avait été battu en partie par la liste que nous menions, donc ça avait fait passer la gauche avec Delanoë. Et il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et vous savez qu'il est mort prématurément. Ceux qui font le contraire de ce qu'ils pensent, méditez-le, finissent par avoir des maladies. Souvent. Se faire des ulcères. Si vous savez, c'est une expression populaire, ne pas faire un ulcère. Se faire des maladies auto-immunes, des cancers, de la perte de joie de vivre, etc. Et en fait, la destruction intérieure. C'est un mal qui ravage actuellement un certain nombre de nos concitoyens. Alors je terminerai ce propos justement par un propos plus positif. Faites confiance à quelqu'un qui ne vous a jamais trompé. Ne faites pas... Vous commencez à comprendre que le RN, ce sont des menteurs, ce sont des profiteurs et ce sont des traîtres. Ils jouent depuis des décennies le jeu qu'ils font semblant de combattre. C'est sophistiqué, hein. Alors je vois sur les réseaux sociaux, le feu est partout, et il y a des gens qui disent « Ah, je vais aller chez Zemmour ou CNAFO. » Malheureux! Je sais qu'il y a des gens qui m'en veulent parce que je leur dis ça, comme pendant 18 ans, j'ai eu des gens des proches du RN qui m'en ont voulu parce que je leur disais la vérité sur le RN. Pendant 18 ans, il y a des gens, maintenant, il n'y a plus personne. Mais pendant des années, on a dit que j'étais jaloux, que j'étais un pasquoyen, que j'étais un franc-maçon camouflé, que j'étais ci, que j'étais ça, qu'il y avait toujours une raison cachée, que j'avais des valises. Alors, c'était pas les valises de Poutine, ni de Xi Jinping, ni de Trump, c'était des valises, je sais pas qui, valise de Chirac, j'en sais rien. Non, je suis un homme libre.
Et moi, j'ai décidé une fois pour toutes de dire la vérité. Alors la vérité, je vous l'ai assénée, elle n'est pas au Rassemblement national. Et je ne dis pas, je ne suis pas comme tout le monde à dire gna gna gna, c'est l'extrême. Non, 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 c'est pas du tout l'extrême droite, le Rassemblement national. C'est l'extrême mou. C'est un parti, en fait, de profiteurs dont le simple programme consiste à regarder les résultats des sondages. J'ai vu d'ailleurs, dans la catégorie, excusez-moi, j'ai envie d'être grossier, mais je suis tellement énervé parce que là, on touche le verrou essentiel de la société française. Ce qui verrouille absolument la société française, c'est le fait qu'il y a beaucoup de mes compatriotes qui se sont laissés égarer, qui se sont enquistés dans cette fausse opposition. Et pourquoi est-ce que moi, on ne me donne jamais la parole? Parce que je suis celui qui, justement, pourrait faire exploser cette fausse opposition. C'est pour ça que je représente un danger mortel et que je ne suis jamais invité sur les grands médias. Je voyais que M. Bardella a été encore invité, je crois que c'était par Apolline de Malherbe. Madame de Malherbe, qui a succédé à M. Bourdin depuis 4 ans et qui, en 4 ans de temps, n'a jamais trouvé le moyen de m'inviter une seule fois à son émission. Alors que sur Internet, je suis l'homme politique le plus suivi de France, avec maintenant plus de 107 millions de vues sur UPR TV et plus de 13 200 000 vues sur François Asselineau TV. Rien que pour YouTube. Madame Apolline de Malherbe, donc, faisant fonction de journaliste, prenant ses airs de grande dame du journalisme, a reçu M. Bardella. Et j'ai vu que M. Bardella faisait du en même temps macroniste, en disant, voilà, en évoquant De Gaulle, la souveraineté, parce que, évidemment, les agences de communication savent très bien qu'il y a des mots qui plaisent, il y a des mots-clés qui plaisent à l'électorat. Donc il y a des communicants qui disent, voilà, dans votre discours, il va falloir que vous placiez le mot souveraineté nationale, gaullisme, etc. Donc Bardella, qui n'a pas le début d'un quart d'idée de ce qu'il faut faire, surtout en matière internationale, dit, eh bien voilà, je suis le gaullisme, la souveraineté nationale. Mais aussitôt, dans le même discours, il disait que la France doit participer, doit soutenir les actions de l'OTAN dans les Balkans. La France, M. Bardella et le Rassemblement national ont totalement adopté le narratif en faveur de Zelensky. Je rappelle que M. Bardella, il y a 2 mois ou 1 mois et demi, est allé déjeuner festoyer avec Valéry Hayer et Zelensky à Bruxelles. Alors ne tombez pas dans ce panneau. Mais ne tombez pas non plus dans le panneau Zemmour-Knafo, dont j'ai rappelé. Alors je sais que ça ne me fait pas plaisir. Je sais, il y a encore des gens qui m'ont dit qu'Asselineau, non, mais il a un ego démesuré. C'est la seule chose qu'on trouve à me reprocher. Parce que sans doute, Mme Knafo a l'ego de Mère Teresa, elle est d'une humilité de Violette. Parce que Zemmour c'est un monstre d'humilité, c'est ça le truc? Non, c'est simple. Moi, je serais le premier à m'être rangé derrière un autre responsable politique si j'avais vu dans ma carrière un responsable politique en qui, en mon âme et conscience, j'ai eu confiance. Je n'en ai pas trouvé. C'est pour ça que je me suis installé à mon compte, si j'ose dire. Parce qu'excusez-moi de le dire, mais moi je sais qui je suis. Je suis quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance. Et depuis 18 ans, je l'ai prouvé. Alors lorsque M. Zemmour et Mme Knafo vont à Washington et disent qu'ils sont les invités personnels de Trump, c'est une arnaque, typiquement une arnaque de type Rassemblement national. Lorsque M. Zemmour et Mme Knafo vont ensuite au Hudson Institute, qui est financé par le fonds Bill et Melinda Gates, par la National Endowment for Democracy, c'est une arnaque, comme le Rassemblement national. Lorsque M. Zemmour pilote une organisation qui s'appelle World Freedom Initiative, qui se tient à Paris pour l'unification des droites françaises, sous la houlette d'un avocat franco-américano-israélien et la gouverneure du Dakota du Sud, pour fusionner les droites françaises en présence de Zemmour et avec la présence de M. Philippot et de M. Dupont-Aignan, c'est des arnaques. Ce sont des gens qui sont là pour ramper devant des puissances étrangères. Eh bien, nous, à l'UPR, et je m'en flatte, depuis 18 ans, nous ne rampons devant personne. Et je terminerai ici. Vous avez maintenant le choix, et c'est vous qui devez réfléchir. Parce que je vois trop de gens là dans la rue, des gens, je l'ai déjà dit,
Quand je rencontre 10 personnes dans la rue, il y en a 9 sur les 10 personnes qui me disent « Vous êtes formidable, je suis tout ce que vous dites, vous avez raison, etc. » Et sur les 10, il y en a 9, quand je leur demande « Est-ce que vous avez voté pour moi aux européennes ?» Ils me disent « Non ». Il n'y en a que 1 sur 10 qui a voté pour moi aux européennes. Et j'ai dit « Mais pourquoi vous n'avez pas voté pour moi ?» Et la réponse est toujours la même. J'ai voté, soit ils ont voté Bardella, pour la liste Bardella, soit la liste Marion Maréchal, c'est-à-dire Zemmour avant qu'elle ne trahisse, soit la liste comment s'appelle-t-elle, Manon Aubry pour le LFI. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Ah, mais parce qu'on sait que vous n'y arriveriez pas. On a voté utile. J'ai dit, comment vous savez que je n'y arriverai pas ? Ah, ben parce que c'est les médias et les sondages. Il est là, le verrou. Parce que si sur les 10 personnes qui me suivent, que je rencontre dans la rue tous les jours, si au lieu qu'il y en ait 1 sur 10 qui ait voté pour moi, il y en avait une 10 sur 10, au lieu de faire 1,04%, on aurait fait 11 ou 12% des suffrages et on faisait exploser la société, la situation en France. Parce que madame, monsieur, Matru, tous les journalistes, les uns après les autres, qui sont là à prendre des airs de grands démocrates, non, on donne la parole à tout le monde, et qui me bloquent systématiquement, ils n'auraient plus pu faire ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut que ces événements qui viennent de ce qui sont en cours, il faut que vous franchissiez le pas. Il faut que vous compreniez que si vous continuez à voter comme vous l'avez fait auparavant, ou que si vous continuez à voter pour des partis, des responsables politiques qu'on vous a d'un seul coup catapultés dans les médias, comme ça a été le cas de Zemmour, vous aurez les mêmes résultats que ceux que vous avez eus. Je lance ici un appel à tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont pu voter pour le Rassemblement national. Je leur dis, laissez tomber, ça pue à plein nez la fausse opposition, l'opposition de connivence, et adhérer à l'UPR. C'est la seule solution que vous pourrez faire. Et si au lieu qu'il y en ait 2, 3, 5, 10, 15, ça se passait par milliers que nous ayons des transferts à l'UPR, je peux vous dire que là, la société française va entrer en ébullition, et là, la scène politique française va vraiment changer. C'est vous qui avez la réponse, c'est plus moi maintenant.